La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Honorable Kissi, bonjour. Bonjour Joachim. Voilà, avez-vous été surpris quand vous avez appris que le ministre Adjouté Ayasso a été sauté de son poste? Oui, très surpris. Très surpris parce que j'étais encore avec lui à midi ce jour-là. Le même jour où il a été limogé. Le lundi? Le lundi, là, j'étais avec lui à son ministère. Et pourquoi? Parce que il y a un problème aujourd'hui au niveau de la construction de la voie Enfouin-Tabligbo. Sur cette voie-là, je crois que Pasteur Edo en a déjà parlé sur votre média. On voulait chasser les gens des abords de la voie sans dédommagement. Et le préfet, avec un représentant du ministère de l'administration intérieure, a transmis ce message-là aux populations qui étaient alarmées. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Alors, on m'a soufflé l'affaire et je suis allé rencontrer les populations. En tant que député de la localité. Député de la localité, voilà. De la préfecture de Vaud, je suis allé rencontrer les populations. Et effectivement, il était question que les gens dégagent des abords de 15 mètres à partir du milieu de la chaussée. Ça veut dire qu'on veut faire maintenant une voie de 30 mètres qui n'était pas prévue avant. Je crois que vous connaissez cette voie-là. C'est ça qui débouche chez vous aussi. Donc c'est un projet d'élargissement de la voie. Mais cela date de quand? Puisque les gens existent ou bien ont construit leur maison, leur case là-bas. Ça ne date pas de 30 ans, 40 ans. Tout à fait. C'est pour ça que je dis que c'est un projet d'élargissement. Ouais. Ça veut dire qu'à l'origine, lorsque les gens s'étaient installés là-bas, il n'y avait pas une voie de 30 mètres. Voilà. Donc c'est le nouveau projet de réhabilitation. Voilà. C'est un élargissement, oui. C'est un prêt qui est fait. Ça veut dire que c'est un projet de réhabilitation et d'élargissement de la voie. À partir du moment où c'est fait, ça veut dire qu'il y aura des expropriations. Oui. Et qu'à partir de là, on doit avoir des dédommagements. Mais malheureusement, le message porté au milieu, aux populations, par le truchement du délégué du ministère de l'administration territoriale, ne parlait pas de dédommagement. Et puis on donnait 15 jours aux populations pour dégager. Manu Militari, des gens qui ont construit, vous connaissez la localité? Oui, bien sûr. Des gens qui ont construit en dur. Certains ont déjà construit des étages, Radio RVV. Même Radio RVV qui est au Carrefour, à Ménina. On vous dit que dans 15 jours, comment est-ce qu'on peut casser des maisons dans 15 jours? Et si on casse, où est-ce qu'on va aller rester en attendant? Voilà tout ça qui m'a ému et finalement je me suis approché des populations. Quand je suis revenu de la visite avec les populations, j'ai déposé une interpellation à l'Assemblée nationale. Une question d'actualité. Mais il se fait que nous sommes en intercession et que les députés ne sont pas là. Comment faire? J'ai tourné la tête, je ne sais pas comment faire, et j'ai décidé d'aller cogner la porte du ministre des Finances, qui s'occupe en fait des dédommagements. Donc, sans audience, je suis allé demander qu'il y a urgence. Vous ne l'avez même pas appelé? Non, parce que le problème était urgent. Oui. Comment envoyer encore des audiences et passer à attendre 3 jours alors que la date à laquelle on a demandé aux populations de quitter, cette date est déjà arrivée. Donc je suis rentré dans mon véhicule et j'ai débarqué au ministère des Finances pour dire à son secrétaire particulier, il y a urgence, je veux voir le ministre. J'ai attendu et il m'a reçu ce jour-là même. Le ministre a dit il m'a reçu, je crois, de midi 15 jusqu'à 1h20 comme ça. Le même jour. Il n'avait même pas donné l'impression qu'il savait qu'il allait débarquer. Non, on a discuté et il m'a effectivement dit que il y a une évaluation qui va se faire et qu'il y aura des dédommagements. Que lorsqu'on exproprie, il y a nécessairement des dédommagements. C'est le ministre a dit au Ayasso lui-même qui vous avait dit ça. C'est lui-même qui me l'a dit. Et il m'a même dit que l'évaluation est déjà en cours. Il m'a même dit que l'évaluation, c'est-à-dire qu'avant de dédommager, on évalue les maisons qui sont au bord de la route. Qu'est-ce que ça va coûter? La portion de terrain qu'on va prendre. Est-ce que c'est un demi-lot? Est-ce que c'est un quart de lot sur chacun? Tout ça s'évalue et c'est sur la base des évaluations qu'on fait le dédommagement. Oui, mais est-ce que vous aviez quand même eu à lui poser la question de savoir est-ce que l'évaluation sera faite après qu'on ait cassé les maisons ou bien, puisque le délai donné, selon ce que vous venez de dire, était très court? Tout à fait. L'évaluation doit être faite avant qu'on ne casse les maisons. Malheureusement, certains, ayant pris peur, ont déjà commencé par casser. Je suis allé voir, j'ai les photos. Certains ayant pris peur ont déjà commencé par casser, mais heureusement c'est pas beaucoup qui ont déjà cassé. Ce qui donne même la preuve que c'est un projet d'élargissement de la voie, c'est que même la CET a installé, pas ces poteaux, mais ces hautes tensions sont installés dans le périmètre. Dans l'emprise de la voie. Donc ça veut dire que c'est un projet d'élargissement et que les gens doivent être dédommagés. Tu as raison de lui poser cette question. Que mais gouverner c'est prévoir. Oui. Mais dédommagement, là, évaluation là.
ça ne doit pas être fait avant le projet. Et il m'a dit effectivement que c'est un problème de coordination avec les TP. En réalité, les finances ont un problème avec les TP. Nous sommes au niveau de l'État, il faut rien cacher aux populations. Les finances ont un problème avec les TP parce que il y a une commission de dédommagement. Et c'est le ministère des Finances qui préside la commission de dédommagement. Normalement, dans l'élaboration d'un projet, il y a une étude. Et dans l'étude déjà, la commission qui est chargée du dédommagement doit être la commission primeur, qui doit savoir ce que nous sommes en train de construire là. Est-ce qu'on va détruire quelque chose des gens et est-ce qu'on va les dédommager? Donc c'est eux qui doivent prendre ça en charge et en combien. Mais malheureusement, les TP élaborent le projet sans avertir le ministère des Finances, sans avertir la commission de dédommagement. Et on adresse un papier aux gens pour... C'est lorsque l'appel d'offres est lancé finalement. Lorsque l'appel d'offres est lancé, ça veut dire que le projet est finalisé. Même les financements sont requis, etc. Si le Fonds européen de développement doit financer, ça veut dire qu'il connaît déjà les alentours du projet. C'est en ce moment que le ministère des Finances se rend compte, oh, on n'a pas fait les évaluations. On n'a pas prévu les dédommagements. Qu'est-ce qu'il faut faire? On fait marche arrière. Et quelquefois, pour cette raison, il faut ralentir le projet. Alors que les gens viennent déposer déjà les engins sur le terrain. C'est ce qui se passe avec Colas aujourd'hui. Colas a déjà ses bases vie sur le terrain. Ses engins sont sur le terrain en train de travailler. Maintenant, les gens ne peuvent pas, si les gens quittent même, où est-ce qu'ils vont aller en attendant? Puisqu'on leur a rien donné pour qu'ils aillent pour qu'ils aillent ailleurs. Et puis pour construire, Joachim, ce n'est pas 2 jours. Oui. Donc même quand on te paie pour aller construire aujourd'hui, même si tu fais vite, peut-être tu as besoin de 2 mois pour aller construire des bancos. Alors, pendant ces 2 mois, est-ce que Colas, qui a déjà ses machines sur le terrain, va arrêter les travaux? Vous voyez tout le problème que cela cause. Donc c'est toutes ces questions que j'ai évoquées avec lui. C'est ce qu'on aurait dû évoquer en question d'actualité, mais malheureusement on est en vacances, je n'ai pas trouvé d'autre voie que d'aller le voir le jour-là. Le même jour, peut-être je suis la dernière personnalité politique à le voir avant son débarquement. Est-ce que ce lundi-là, quand vous échangez avec le ministre Adi Oté Yassor, avait-il donné l'impression que il devrait quitter le gouvernement? Non, aucun indice. Aucun signe. On a bien discuté et voilà, il a même assuré de la démarche du gouvernement avec l'appui des bailleurs de fonds, la démarche de transparence, etc. Et il a dit, mais tout ce qu'on voit et qui n'est pas bien, que nous sommes l'opposition, on a le droit de le dire. Et c'est ça qui leur permet de prendre en compte un certain nombre de choses. Donc moi, je n'ai rien remarqué du tout. C'était bizarre pour moi de tomber à la maison à 20h et de savoir que voilà, peut-être lui-même, c'est à 20h qu'il aurait appris l'information également. Oui, peut-être, parce que il y avait pas d'indice du tout qu'il y avait un malaise. Vous avez touché du doigt tout à l'heure un sérieux problème, c'est que il y a un manque de communication entre le ministère des Finances et le ministère des TP, disons des travaux publics. Tout à fait. Dans une république, est-ce que cela doit être le cas? Ce n'est même pas un manque de communication, c'est un manque de collaboration, de travail, c'est même une médiocrité. C'est même une médiocrité. Quand vous faites des travaux, que ce soit des routes qu'on construit, Joachim, que ce soit des caniveaux qu'on construit, que ce soit des bassins d'orage qu'on construit, on prend nécessairement la terre d'un certain nombre de personnes. Même si c'est même des immeubles. Même des immeubles qu'on casse nécessairement. Pour pouvoir avoir une belle ville où il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'inondation, il faut nécessairement casser des œufs pour faire des omelettes. Et ces gens doivent être expropriés. Mais l'acte peut-être numéro 2 de l'étude du projet même, c'est d'évaluer celui-là. Vous ne pouvez pas aller devant sans l'avoir fait. Alors on est dans un pays, au niveau de l'État, hein, c'est pas un maire qui ne connaît pas encore sa matière et qui veut construire une petite route intercommunale. Non, c'est un État qui veut construire une route nationale. Et puis on oublie cet aspect-là et on se permet derrière cet aspect-là d'aller dire aux populations dégagez dans 2 semaines. Mais c'est-à-dire que c'est ahurissant. Non, il y a une autre chose. Je me rappelle bien, c'était au cours de la campagne, dans la période pré-campagne, avant la présidentielle de 2015, que le chef de l'État lui-même était parti donner le coup de pioche. Tout à fait, à fait. Est-ce que les populations que vous aviez rencontrées, notamment le chef canton de Direcpois, etc., est-ce qu'il n'aurait pas du tout été informé que, dans 1 an, dans 2 ans, vous allez dégager cette emprise de la voie? Non, effectivement, c'était le premier problème qu'ils nous ont posé, que normalement, si on devait leur dire de dégager, est-ce qu'il n'y a pas un délai d'avertissement
ils nous ont dit, comme ils le disent dans notre vernaculaire là, le miabe seo meade, gameme lewana yo. Ça veut dire que dans nos lois que nous avons au niveau de la République, est-ce qu'il n'y a pas un délai réglementaire qu'on doit leur donner pour leur permettre, est-ce qu'il n'y a pas une voie normale d'avertissement des populations? Avant, c'est les questions qu'ils m'ont posées. Et toutes ces questions-là, si je vous montrais mon interpellation, toutes ces questions que les populations m'ont posées ont été retranscrites dans l'interpellation. C'est-à-dire que ce qui a été fait, soit c'est de la méchanceté, soit c'est de la médiocrité. Et comme moi, je suis un chrétien, je n'accuse pas les gens, je préfère croire que c'est de la médiocrité. Voilà, c'est extrêmement grave, quoi. Et voilà, malheureusement, le ministre avec qui vous avez discuté est parti. Est-ce que vous allez faire le suivi du dossier? Non, tout à fait. Moi, j'attends que le ministre Sani s'installe et qu'il mette ces choses en place. Et puis, l'État étant une continuité, je vais retourner le voir pour lui dire, ce dossier est un dossier urgent, il faut le prendre en main. Heureusement, l'interpellation est là. Même si on n'arrive pas à l'étudier, s'il contourne mon dossier, au plus tard, en octobre, à début d'octobre prochain, à la reprise, cette interpellation va rentrer en jeu. Donc, à la limite, j'ai calé la chose de deux côtés, quoi. Il y a les contacts directs avec l'administration, et puis il y a ce que je fais par le truchement de l'Assemblée. S'il se débine d'un côté, l'autre côté va les rattraper. Mais vous auriez pu également approcher le ministre des Travaux publics. Oui, des transports. Oui, c'est-à-dire que moi je fais toujours les choses dans les règles. Il s'agit de dédommagement, donc d'argent. Et l'argent, c'est le ministre des Finances qui le sort. Oui. Si j'étais allé au ministre des Finances et que je n'ai pas eu de réponse, alors je me retournerai, ou bien le ministre des Finances même m'a dit, c'est les TP qui ne nous ont pas avertis et que, à notre niveau, je ne sais rien. Dans ces conditions-là, je serai retourné au niveau du ministre des Infrastructures. Mais comme le ministre m'a dit que non, l'évaluation est en cours et que le dédommagement va être fait, donc j'ai ma réponse. Donc je fais seulement le suivi. J'ai plus besoin pour le moment d'aller vers les infrastructures. Dans l'autre camp, l'autre dossier que j'ai soulevé et qui est le dernier dossier de tapage aujourd'hui et dans lequel même toutes ces affaires sont là, notamment la route de Vaughan, que nous appelons la route de Koumé. Dans ce cas-là... Vous lui avez posé la question aussi. Voilà, je me suis adressé au ministre déjà avant. Et le ministre, le jour où je lui ai adressé la question, il n'a pas donné la réponse en même temps. Il est allé faire les recherches à la banque. Et c'est lui qui est venu nous dire que, ayant fait les recherches à la banque, il a remarqué que les 26 milliards sont partis. Quel ministre vous avez? Le ministre des Finances. Puisque on a commencé des travaux, une route. Et puis on a arrêté, on a enlevé tous les engins. Plus rien ne se passe. Ils ont gâté la route en plus et la route est restée comme ça impraticable. Alors, à qui je demande? Vous faites allusion à l'axe Lomé-Vaughan-Enfoin. Voilà, la route Saint-Joseph-Enfoin. C'est à ça que je fais, c'est ça l'autre affaire. À qui je m'adresse? Je m'adresse à celui qui, au nom du peuple, doit débourser l'argent. Donc je me suis adressé au ministre des Finances. Et le ministre des Finances est allé faire ses recherches. Il revient, il dit l'argent du préfinancement est parti, les 26 milliards, mais que les travaux ne sont que à tel niveau. Alors, que d'aller demander au portefeuille qui exécute les travaux. Je me suis retourné vers le ministre des Infrastructures. C'est en ce moment seulement que je me suis retourné vers le ministre des Infrastructures. Et ça a duré des mois. Et des mois, vous le savez, vous avez suivi cette affaire. Et ça a duré des mois jusqu'à ce que des journalistes soient inculpés, des directeurs de publication soient inculpés. Une grosse affaire. Je crois que c'est l'affaire Ayassor même, c'est cette affaire-là. C'est une affaire d'État. Ce n'est pas seulement une affaire simple. Et puis finalement, le ministre des Infrastructures a été obligé de venir nous dire que c'est la société qui a acheté des équipements avec l'argent qui doit servir à construire. Et voilà, et effectivement, vous étiez au sein de à la plénière le jour-là. C'est ça. Est-ce que vous avez été satisfait de la réponse ou des explications données par le ministre que le préfinancement a servi à la société qui doit exécuter les travaux de s'acheter les matériaux ou disons les engins? Non, tout le monde. Et j'avais dit ce jour-là, ce jour-là, je l'avais déjà dit sur une radio, qu'à la fin de l'intervention du ministre, tout le monde est resté... Du ministre Nissa Ognonfam, des travaux publics. Ouais, tout le monde est resté bloqué sur sa chaise, c'est-à-dire comme tétanisé sur sa chaise, parce que chaque intervention faite au podium à l'Assemblée, c'est par respect, on fait un petit applaudissement. Moi qui pose la question, quand je pose, quand quelqu'un donne une réponse, quand le ministre Mizi Yawa est venu, il a fait son intervention, on fait un petit applaudissement. Le jour-là, les gens étaient tellement hébétés que personne n'a applaudi. Même aucun député de la majorité n'a applaudi.
Le président de l'Assemblée même était hébété, qu'il a oublié même de dire au ministre d'aller s'asseoir. C'est après qu'il s'est rappelé. Donc ça veut dire que c'était une affaire assez, l'annonce était assez grave, quoi. Que c'était une affaire assez grave. Ça n'a satisfait aucun député? Non. Maintenant qu'on dise que 26 milliards se sont évaporés comme ça, parce qu'une société allait acheter ces matériels dans une république. Mais vous imaginez, ce serait dans une autre république. Vous savez que, comment on appelle ce Bérégovoy, Pierre Bérégovoy, il est parti pour une affaire de 50 millions. Oui. Et 26 milliards qui sont partis comme ça. On dit qu'on a acheté du matériel et puis chacun croise les bras, chacun marche encore dans le Togo là et chacun peut sourire. Mais vraiment, c'est grave quoi. C'est exténuant. Oui, dans un état de droit, réellement de état de droit, qu'est-ce qui devrait se passer? Mais naturellement que des têtes doivent tomber, naturellement qu'il doit y avoir une ouverture d'une enquête judiciaire, et naturellement que cette affaire doit aller devant la justice, naturellement que des gens doivent restituer et payer, naturellement, et que dans l'État doit pouvoir trouver une option, une société pour reprendre, ou bien trouver les moyens de demander à la société qui a fait des erreurs de corriger. Et toute faute quelconque qui cause un dommage à autrui, c'est la première règle de droit. Et au niveau de l'État, ça doit être appliqué. Mais la société Seco BTP a beaucoup de chantiers à travers tout le pays. Même ici, la route qui quitte les feux tricolores du collège protestant pour aller au feu tricolore de Ranco, elle a été plus d'1 an déjà. Et ça nous empêche véritablement, vous qui êtes nos invités le plus souvent, il nous faut vous indiquer des voies comme le serpent avant de venir chez nous. Non, vous avez raison, tout à fait. Et les travaux sont bloqués. Oui, mais c'est là où il y a... vous ne comprenez pas. Ou bien les engins n'ont pas été achetés finalement ou quoi? Apparemment, les engins ont été achetés, mais vous ne comprenez pas. C'est-à-dire que quand vous voyez tous ces éléments-là, ça veut dire qu'il y a un problème à la tête de l'État. C'est pour ça que moi, je suis mal à l'aise par rapport à la question, à la façon dont est traitée pour le moment dans la presse l'affaire Ayassor. Parce que on ne traite que la face visible de l'iceberg. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà un ministre des Finances qui, dans une affaire, dit « Non, ce n'est pas nous. Nous demandons à celui-ci de répondre. » Alors, on ne touche pas à celui qui doit répondre, on ne répond pas, et puis un jour, on le saute. Lorsqu'on le saute, est-ce que ça permet de comprendre le fond de l'affaire? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais quand même, c'est lui qui a sorti l'argent. Pourquoi a-t-il sorti l'argent étant donné qu'il n'était pas très sûr de ce que l'argent allait servir? Non, ça pose tout le problème du préfinancement. Ouais. Le préfinancement, ce n'est pas le ministre des Finances qui sort l'argent. C'est l'État qui rembourse. Vous savez comment le préfinancement se passe? Le préfinancement, c'est quelqu'un, une société qui dit que lui-même, il a la capacité de faire les travaux et qu'après l'État rembourse. Ouais. Alors, la société s'adresse à une banque. Et la banque, compte tenu de la cote de la société, est prête à lui fournir l'argent. Et la banque lui donne l'argent à la société pour réaliser les travaux. L'État paye avec des intérêts plus importants parce que c'est avec l'argent de la société même qu'il a construit. Donc, à partir de ce moment, la banque décaisse l'argent et donne à la société. Mais tout cela ne se fait pas sans l'aval du ministère des Finances qui représente l'État dans ce cas d'espèce. Oui, mais dans la matière, j'ai l'impression, dans la matière, j'ai l'impression, à partir du moment où le ministère des Finances donne le OK pour le préfinancement, si c'est 26 milliards, c'est 26 milliards, si c'est 30 milliards, ces 30 milliards sont décaissés et suivis entre la banque et la société sous la supervision d'une société indépendante de contrôle. Mais ça veut dire que tous ceux-là ont été défaillants. Tous. Et la société de contrôle. Et la société qui réalise. Et le ministère qui est le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage. Et tout ça là, et tous, ils sont en cause. À partir du moment où on saute un seul ministre comme un fusible, est-ce que ça nous permet, nous, de comprendre l'affaire? C'est-à-dire que les gens de Vaughan vont vous demander aujourd'hui, est-ce qu'on saute à Yassor, quoi, au Toumiabemois? Voilà. Est-ce que le fait de sauter à Yassor nous donne l'assurance que l'affaire, toute la lumière est faite? Alors là, les journalistes du PPT ont raison de demander au gouvernement, au Premier ministre, au président de la République de faire toute la lumière sur ce qui a conclu qu'on saute à Yassor. Tout à fait. C'est la conférence de presse du PPT qui m'a satisfait un peu hier parce que ce qu'on avait fait avant donnait l'impression qu'on s'attaquait à un homme, mais qu'on ne s'attaquait pas au fait. Y a-t-il eu Vaughan Gate? Oui ou non? On ne s'attaque pas au fait. Mais la conférence de presse que le PPT a faite hier donne beaucoup plus de substance à l'affaire. Et là, c'est tout le problème de la gestion de l'État. Ça veut dire que
le chef de l'État doit rendre compte. C'est-à-dire qu'il doit dire aux populations, voilà, nous sommes des contribuables, non? Oui. Ayassor ne gère pas l'argent de M. Faure Gnassingbé. Non. Il gère l'argent du contribuable togolais. Oui. Donc, à partir de ce moment où, au cours de mandat, un soir, on se lève, on le saute comme ça, c'est de quelle manière il a géré notre argent mal et qu'on est obligé de le sauter. Le chef de l'État est obligé de donner cette explication. Ou peut-être c'est le ministre lui-même qui est fatigué, il demande s'il vous plaît remplacez-moi. Il faut quand même que ces détails nous soient fournis. Il faut que ces explications soient données. Il faut nécessairement que ces explications soient données. Donc, dans la tradition de reddition de comptes, le chef de l'État est obligé, il ne peut pas faire comme si... Non, c'est-à-dire que c'est le... Oui, c'est lui qui nomme, c'est lui qui démet aussi. Il ne peut pas faire comme si c'est un employé à la maison, il a le droit de le gommer sans donner d'explication à personne. Non, oui. C'est l'État, c'est la gestion des affaires de l'État en fait. Et il est obligé de rendre compte. Et c'est pour ça, moi, je dis cette question des réformes est importante. Oui, mais quand même, si c'est le Vaughan Gates ou bien d'autres Gates en dehors de celle-ci, alors là, d'autres têtes non nécessairement doivent tomber aussi. Oui, c'est pour ça que je dis, l'affaire n'est pas clarifiée. Ouais. C'est comme si c'est la face visible de l'iceberg. On saute quelqu'un pour couvrir tout. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que le ministre des Finances insiste que la lumière soit faite et qu'il parle trop et qu'on veut le dégager? Si c'est le cas, donc il y a d'autres qui sont couverts. Mais est-ce que, en fait, lui-même, il est en cause, mais il fait comme si lui, il est propre? C'est pour ça qu'on l'a sauté. Ça aussi, il faut qu'on le comprenne. C'est pour ça que moi, je dis, les réformes là sont essentielles, parce que le régime que nous avons au Togo, c'est un mauvais régime. C'est un mauvais régime dans lequel celui qui a le pouvoir n'est pas responsable. Et que ceux qui sont responsables ne sont pas au pouvoir, ils sont sautés comme des fusibles. Quand vous prenez le régime américain ou sud-africain, vous avez vu ce qu'on a fait à Jacob Zuma? Converti, combien Jacob Zuma a mis là-bas et qu'on part aux 26 milliards pour savoir un président de la République? On lui fait de la misère à cause de 25 milliards. Vous allez chez Dilma Rousseff au Brésil. Elle, on dit que ce n'est même pas elle qui a pris. C'est les gens qui sont sous lui qui ont pris. Mais on lui fait de la misère. Et ici, 26 milliards volatilisent dans la nature et il n'y a rien à faire. Le chef de l'État ne doit donner aucun exemple. Non. Moi, je préfère qu'on vienne vers un régime responsable où il n'y a qu'une seule tête de l'exécutif qui est responsable devant le Parlement. C'est le Parlement qui doit devenir le pouvoir le plus fort devant le... Vous allez aux États-Unis, vous êtes élu comme président de la République. Obama est élu. Obama a le droit de choisir les ministres qui vont gouverner avec lui. Mais quand il choisit les ministres là, les ministres doivent passer devant une commission du Parlement ou devant... Même les ambassadeurs qui viennent ici passent devant le Sénat. Parce que toi, tu es un homme pouvoir. Quand tu prends quelqu'un, ce n'est pas obligé que tu connaisses la probité de la personne, etc. Il faut aller devant un groupe où nécessairement quelqu'un doit connaître la probité, il donne son aval. Donc tu dis, moi je dis, je veux que Joachim gouverne avec moi au niveau des finances. Alors j'envoie Joachim devant le Parlement et les gens du Parlement disent, est-ce que Joachim a une probité, une bonne probité pour pouvoir faire ce travail? Voilà, c'est en ce moment que Joachim entre en fonction. Et quand Joachim déconne, même si moi, on est devenus des amis et que je ne peux pas le gommer, le fait que l'Assemblée ait un pouvoir coercitif pour pouvoir enlever le ministre, il va l'enlever et ça facilite mon pouvoir. Voilà. Mais il n'y a pas tout ça dans la République. C'est pour ça que les réformes sont importantes. Oui, mais monsieur Kissi, au-delà de tout ça, les populations de Vaud, où vous avez été élus, ceux qui vous ont élus, ils souffrent. Ces populations souffrent énormément. En tout cas, la cause. On exploite le phosphate et c'est des dunes de sable qui n'ont jamais été renivellées. Et puis, c'est l'eau qui a une couleur rougeâtre que les populations boivent. Qu'est-ce qui se passe au juste dans votre ressort territorial, si je peux le dire ainsi? Non, vous avez raison. Vaud est une préfecture sinistrée, maltraitée, torturée, et je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais vraiment pas. C'est-à-dire que on aurait dit tout ça, mais le fait même que dans tous les projets de voie, dans les 6 projets de voie qui ont été déterminés en même temps, qui doivent être faits, c'est la voie de Vaud qui est encore laissée pour compte, laissée sur le carreau. Là, je vous dis, je ne comprends pas. Je suis une personnalité nationale, je suis au niveau d'un parti, mais c'est tellement criard que vous ne pouvez pas passer à côté. Hier encore, lorsque j'étais à Vaud, je ne suis pas seulement allé voir le problème de la voie de Pomé ou le problème de la voie de dédommagement. Je suis allé sur les sites de l'OTP, vers Dagbati, plus précisément à Atchéti. Mais il y a un phénomène là-bas actuellement, Joachim, un phénomène grave
est gravissime. C'est là où on exploite les latérites. Voilà, c'est là-bas exactement. Et de quoi il s'agit? En fait, quand vous allez à Tchétchi, là où la mine de phosphate fait son extension, maintenant, on enlève une couche, on enlève même 3 couches au-dessus avant de tomber sur le phosphate. Ces 3 couches-là, on les appelle des couches de remblai. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, les couches de remblai. Oui, voilà, maintenant, voilà, c'est des couches qu'on n'étudie pas pour le phosphate. On les met à côté. Et lorsqu'on prend la couche du phosphate, on remet cette couche à côté pour remplir un peu. Ça ne remplit pas totalement. Oui. Et on est en train d'étudier les modalités de remplissage. Ce que moi, les techniciens m'ont dit pour le moment qu'on peut faire, c'est que la 2e et la 3e couche, on le mélange aux déchets ménagers. Voilà, et on remblait. Et puis la première couche, sans mélange, on le met dessus. Quand vous le mettez comme ça, c'est un bon engrais. Pas pour les produits à manger, mais pour les arbres. Vous plantez du teck, vous plantez de l'eucalyptus, vous plantez de l'acajou, mais ça devient une forêt incroyable. Normalement, c'est ce qui doit être fait. Maintenant, allez-y. Maintenant, on enlève les couches là, et puis ces couches là maintenant, qu'on enlève et qui constituent au niveau environnemental, au niveau de l'impact environnemental, les couches de remblai, on vend ça à la société Colas, qui fait la route à Nero Tabligbo. Et la société Colas utilise ça pour remblayer la voie. Ça veut dire qu'il n'a plus de couches de remblai. Mais ce qui est grave, qui est-ce qui vend? Et l'argent est versé à qui? Parce que c'est quand même de la mine qui n'appartient pas à des propriétaires privés. Ça appartient à l'État. Tout ce qui est dans le sous-sol, là, ça appartient à l'État. Lorsqu'on l'exploite, on doit payer des redevances à l'État. D'abord, l'État doit autoriser son exploitation, et puis on doit payer des redevances à l'État. À la date d'aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle caisse rentre cet argent. Mes enquêtes que j'ai faites disent que cette couche est exploitée au prix le plus bas de trucs là. Je crois que c'est 40 000 francs. Mais quand vous allez là-bas, et vous faites 1 heure, Joachim, vous voyez combien de camions circulent avec ce sable à transporter. Les gens évaluent ça à près de 100 par jour. Par jour. 40 000 francs fois 100 par jour. Quand vous multipliez 40 000 francs fois 100 par jour, ça fait près de 4 millions. Qu'est-ce qui revient à l'État? Qui est-ce qui a le droit de vendre? Apparemment, on me disait hier que c'est l'OTP qui dit, mais ça c'est du sable que nous jetons généralement. Vous pouvez venir le prendre parce que généralement, ils ne le jettent pas. C'est une couche de remblai. Oui. Ce n'est pas du sable à jeter. C'est une couche de remblai. Une manière de retrocéder, la terre quand même aux propriétaires terriens. Voilà. Ça ne leur appartient pas. C'est le phosphate qu'ils doivent exploiter. Et voilà un autre phénomène. Personne ne s'en occupe. L'État ne se préoccupe pas. Et il s'agit de savoir, mais comment régler aussi cette question? En tout cas, le Code des ministres peut-être aurait corrigé ou dit un mot par rapport à cela. On va en parler tout de suite, mais on marque la pause. Il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. J'ai fait un accrochage et quelqu'un m'a aidé à remplir avec l'autre partie notre constat amiable. Mon histoire est encore plus incroyable. Comme sur la 96.3 et notre invité de ce matin, il s'agit du député à l'Assemblée nationale, Kissi Jean. Alors, honorable, vous êtes actionnaire à Ouassem Togo? on dit que nous ne veut autant la cour. Non, c'est une question que je vous pose. Non, mais non. Vous savez que le dossier Ouassem, c'est mon dossier aussi, ça vous le savez. Oui, depuis le 30 juin 2015, voilà, ce qui a eu lieu là-bas, le drame. Non, si j'étais actionnaire même avant que cette affaire ne se passe, j'allais laisser mes actions, j'allais vendre mes actions. Non, ce n'est pas, c'est inadmissible. Ce n'est même pas admissible, si j'étais que simple enseignant, que je puisse mettre de l'argent dans une société qui exploite, qui brime les populations, qui envoie des gens sur des tonneaux pour les souder alors qu'il y a du carburant dedans, qui ne paye pas ses redevances fiscales et que je continue à rester là parce que j'en profite, même si je n'étais que simple enseignant. Qui plus est, si je suis député de la République, un mandaté de la République, et si je suis maintenant gestionnaire des affaires de la cité de l'exécutif, quelqu'un appelé à manier l'argent de l'État, ça ne peut pas se faire. Non. C'est le bon sens qui devrait vous pousser à ne pas admettre ce genre de choses? Normalement, le bon sens. Mais ou l'éthique. Le minimum d'humanité que nous avons entre nous. Le minimum, ça c'est le plus bas niveau d'Idigna, comme on le dit, que l'homme a, ne peut pas vous permettre d'avoir des actions dans une société. Vous savez, cette affaire Ouassem était une grande affaire, qui était venue au gouvernement, au Parlement, avec plein de ministres qui sont venus. Je ne pouvais pas penser qu'au moment où nous discutions de l'affaire,
il y avait des gens présents là-bas, qui avaient des actions dedans, et qui nous regardaient, et qui faisaient semblant qu'ils étaient blancs comme nous. Mais c'est incroyable, ça aussi, c'est la question de la confiance qui peut régner entre vous, la question de l'honnêteté. Je dis, les gens disent que les politiques sont mauvais. Moi, je ne vois pas comme ça. Si c'était comme ça, moi, je ne rentrerais pas. Pour moi, il faut de l'honnêteté politique. C'est l'un de mes thèmes principaux, c'est de l'honnêteté politique. Mais nous sommes là, une grande affaire tombe comme ça, tout le monde est ému. Toute la nation est émue, on est là-bas, et parmi nous, il y avait des gens qui sont donc des actionnaires, des teneurs des finances, de tout ce qui se passe là, et on fait comme si nous sommes tous préoccupés de la même façon. Comment comprendre le fait que beaucoup de sommités, disons des personnalités de ce pays, soient actionnaires dans Wassem, et que cette société échappe au fisc, et que même les frères togolais, les concitoyens qui sont employés là-bas, sont brimés, leurs droits, à tous les niveaux donnés, ne sont jamais respectés. C'est ce que je dis, c'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté tout simplement. Parce que non, c'est inimaginable. Au début même, le contrat qui avait été émis avec Wassem voulait que le ciment se vende à un plus bas. On avait même parlé ici de 35 000 francs, de 40 000 francs la tonne. Mais ils ont fait de la spéculation. Et c'est à cause d'eux que Scansem aussi a maintenu son prix à ce niveau. Sinon, ils étaient en mesure de baisser. Mais j'ai posé cette question au ministre des Finances lors du dernier exercice budgétaire à l'Assemblée, avant le vote du budget de cette année. Mais j'ai dit, mais Joachim, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable que on produit dans la chaîne, il y a 3 personnes. Il y a le producteur, il y a les distributeurs, les gens qui ont les livreurs, les gens qui ont les gros camions, on appelle ceux qui ont l'agrément, et qui ramènent ça aux distributeurs. Et puis il y a les distributeurs. Vous voyez un paquet de ciment. Vous voyez comment c'est lourd. Vous voyez comment ça dégage de la poussière. Comment un distributeur de ciment peut ne gagner que 50 francs sur un paquet de ciment, alors que le producteur et celui qui a l'agrément, il gagne beaucoup de sous. Alors que celui qui fait beaucoup plus de dépenses, c'est le distributeur, parce que vous avez besoin d'avoir une boutique. Vous avez besoin d'avoir du personnel dans la boutique. Vous avez besoin d'avoir des gens qui chargent et qui mettent dans le véhicule de ceux qui viennent acheter. Tout cela aspire de la poussière. Et vous payez aussi à l'État. Et vous payez aussi de fisc à l'État. Comment peut-on admettre? C'est inadmissible. Ce n'est pas la loi du marché. Parce que le prix est fixé. Lorsque le prix n'est pas un prix fixé par l'État, vous pouvez dire c'est la loi du marché. Si toi-même tu vas acheter un produit à 3 950 francs et que tu viens le vendre à 4 000 francs, c'est toi qui es con, ça ne regarde personne. Mais pour celui-ci, le prix est fixé par le marché. Le ministre me répond, ceux qui font ce commerce-là, si ça ne leur plaît pas, ils n'ont qu'à abandonner. Si tout le monde abandonne la distribution de ciment, alors où est-ce que vous allez trouver le ciment pour construire? Non. Dans cette chaîne-là, on doit fixer le prix auquel le ciment doit sortir du magasin. Négocier avec le producteur. Si le ciment togolais, moi je vois à la période d'aujourd'hui, au plus, le ciment togolais peut sortir du magasin à 55, 60 000 et aller chez le distributeur. Le distributeur peut le livrer à 60, 65 000 au distributeur. La tonne. Voilà, la tonne. Et le distributeur peut le livrer entre 65 et 70 000. Ça veut dire que sur chaque tonne de ciment, chacune des intermédiaires jusqu'au distributeur a au moins 5 000 francs sur chaque tonne de ciment. Donc, à vous écouter, député, normalement, la tonne, le prix de la tonne de ciment peut être revu à la baisse si les actionnaires ne tenaient pas tellement à leur intérêt. Oui, tout à fait. Mais comment se fait-il? Non, Joachim, faites juste un calcul. Nous n'avons pas besoin. En tout cas, le Togo, il est producteur. Voilà. Nous n'avons pas besoin d'être gros financiers pour pouvoir faire ce calcul-là. Comment le Nigeria, qui a un niveau de salaire plus élevé, ça veut dire que les salaires, le niveau de vie du Nigeria est 3 fois celui du Togo. Donc ça veut dire que les employés du Nigeria qui travaillent dans les mines de ciment gagnent 3 fois ce que le Togolais gagne. Alors, comment se fait-il qu'avec une main-d'œuvre aussi abondante, que Dangote, avec son ciment, soit obligé de venir vendre le ciment togolais, le ciment au Togolais 66 000, alors que le Togo même vend 80 000. Vous voyez la contradiction? Je ne sais pas si vous voyez la démonstration. Vous voyez la contradiction? Et le chef de l'État va admirer ce que Dangote fait, alors qu'il pourrait faire la même chose ici. En début de cette semaine, il y a un confrère, un collègue ici à Radio Victoire qui était au niveau d'Anéro, et il s'est amusé seulement à compter les titans. 9. Rempli de tonnes de ciment, il a compté 120 véhicules. Vous voyez, garés pour venir au Togo. Vous voyez, de Dangote, bien sûr. Hein. Vous voyez, c'est inadmissible. Ça veut dire que il y a
il y a un trust qui se fait entre les deux sociétés de ciment pour maintenir le ciment. Oui, mais c'est ce que nous avons appris, que Dangote, normalement, son ciment devrait être livré au Togo à 66 000 francs, mais aujourd'hui, dans les points de vente, c'est au prix que le Togo même vend ses produits, oui. son ciment. Mais ça veut dire que quelque part, lorsque le ciment de Dangote vient, quelqu'un s'approprie de ce ciment-là et harmonise les prix sur le prix du Togo. Ça veut dire que là aussi... Il y a encore un deal. Il y a un deal, il y a des problèmes dont l'OMC doit s'occuper, il y a des problèmes dont le ministère du Commerce doit s'occuper. Ce n'est pas normal. Vous savez, ce phénomène-là était un phénomène, je ne sais pas si vous vous rappelez, peut-être vous n'étiez pas né, ou bien vous étiez né, mais vous étiez encore jeune. Ce problème s'était posé au temps de Ila Liman. Voilà ce qui a fait partie Ila Liman du Ghana. Au temps de Ila Liman, la femme de Liman, ses sœurs, les femmes de leurs ministres sont devenues des commerçants. Ils importaient les produits, et quand ils importent le produit, comme ils ont de l'argent, les banques leur ouvrent le crédit, ils mettent la même mise sur le produit, jusqu'à ce que les produits finissent sur le marché, le produit devient cher. C'est là où ils livrent les produits sur le marché. Voilà le phénomène qui s'est passé avec Ila Liman, ce qui a fait révolter les Rolluis, qui étaient des jeunes capitaines de l'armée en ce moment. Voilà un peu ce qui se produit ici, mais je crois que les Togolais savent faire de l'histoire pour savoir que c'est ce qui s'est passé là-bas. Oui, mais ce que nous souhaitons, c'est que le chef de l'État intervienne, ou bien qui doit intervenir, puisque c'est lui seul, sur son épaule que reposent pratiquement tous les pouvoirs. C'est à lui de réguler pour penser un peu à la situation des Togolais et essayer de revoir. Parce que c'est très incompréhensible le fait que le Togo produit le ciment, mais quand nous rentrons dans le Ghana à côté, on achète le ciment togolais qu'on envoie là, moins cher, plus que ce que nous avons ici au Togo. Et il faut donner la précision de la même société. Oui. Le même ciment, c'est le même ciment Wassem. Oui. Avec une teneur plus importante que ce que produit le Togo. C'est-à-dire que le clinker, c'est nous. Nous avons plus de clinker que tout ça là. Ils viennent acheter le clinker de chez nous ici. Ils enrichissent le clinker. Nous aussi, nous produisons. Ils font un clinker enrichi pour fabriquer du ciment plus riche que ce que nous faisons. Et ils le vendent moins cher que ce que nous faisons. Et on le ramène au Togo pour le vendre aux Togolais au prix de ceux qui produisent ici. Mais c'est-à-dire, c'est de la magouille immense. Non, il n'y a que le chef de l'État qui peut. Parce que nous sommes à un régime exécutif à pouvoir concentrer. Donc, il n'y a que le chef de l'État qui peut régler ce problème-là. Si nous avions la majorité à l'Assemblée, nous pouvions faire quelque chose au niveau de l'opposition. Et c'est la raison pour laquelle vous pensez qu'il faut aller à un régime parlementaire pour que, si on constate ces genres de choses, on démet. Mais tout à fait. En tout cas, il faut aller à un régime où c'est l'Assemblée qui a le pouvoir. Kokou a une question à vous poser. Kokou, vous êtes en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons. Bonjour, honorable. Oui, bonjour, cher Kokou. Voilà, tout ce que vous venez d'expliquer tout de suite, on a tous compris. Mais le problème est que, pourquoi au niveau de l'Assemblée, vous tous, députés du côté de l'opposition, vous n'arrivez pas à vous entendre à faire une lutte commune. Si nous prenons le cas des modifications ou bien de propositions de loi, il faut un 5e de députés. Depuis fort longtemps, vous n'avez pas essayé. Un 5e de députés, ça fait 19. Ils n'ont pas essayé? Ils ont essayé. Le CAE a dit, avait proposé. Très tardivement, je parle de tardivement. Oui, bon, mais ce matin, nous ne parlons pas assez de politique, mais mon cher ami, posez la question de manière précise. Allons-y. De régime. Il a parlé de régime. Nous sommes élus en 2013. Comment 2014 est tardivement? Non. Nous avons fait notre proposition de loi en 2014. Honorable. Oui. Excusez-moi. Bon, si nous prenons la constitution du Togo, l'opposition, vous voulez un changement de régime pour le pays. C'est ça. Le sacrifice que le peuple a fait en 2005, en perdant au moins 3 à 500 de ses concitoyens, ça ne vous suffit pas pour que vous vous attendiez pour réclamer la tenance au niveau du pouvoir. D'accord. Et vous avez été bien compris, Kokou. Merci et bonne journée. On prend Kodjo. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur le député. Bonjour, monsieur Kodjo. Bon, depuis que cette affaire de Panama Papers a éclaté, on ne comprend rien au Togo. Pourquoi vous, les leaders de l'opposition, vous ne sortez pas un communiqué au quart à lancer au but du CDPA? On ne vous entend pas. Seul a dit, et aujourd'hui, Pasteur et Dokomi ont parlé, même la société civile, on n'entend rien. Ou bien ceux dont les noms ont cité vous donnent aussi
quelque chose. On ne comprend rien. Merci beaucoup, Kodjo, c'est bien noté pour vous. Monsieur Maglo, bonjour. Alors, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Maglo. Nous dirons que ce qui se passe, je fais allusion à Panama Papers. C'est ça. C'est un scandale encore de trop, nous dirions. Mais en bon Togolais, on ne verrait pas le bout du tunnel. Ni vous, les députés, vous n'y feriez rien. Et on va faire appel au chef de l'État qui certainement ne ferait rien. Si vous êtes à la place d'un décideur, qu'est-ce que vous feriez? D'accord. Merci. On prend monsieur Gado. Bonjour. Bonjour, monsieur Jacques, député, bonjour. Bonjour, monsieur Gado. Voilà notre mandat social devant mandat Air Panama. Franchement, il faut nous dire, tous les ministres qui sont impliqués dans cette affaire, franchement, c'est le peuple et la société civile. Et puis appeler le peuple va se soulever, c'est pas normal. Nous souvent non, appeler le peuple se soulever, ce n'est pas ce qui doit être dit. Cher ami, merci beaucoup. 22, 21, 80, 99, le dernier intervenant, voilà, on fait signe que ça va. Alors, si vous êtes le premier décideur de ce pays, monsieur Kissi Jean, oui, par rapport au scandale Panama Papers, qu'allez-vous faire? Sur le Panama Papers, je considère que il faut une commission d'enquête. Et en réalité, ce que je connais dans un certain nombre de pays qui évoluent, même dans les pays, parce que quand on dit souvent, on dit c'est dans les pays européens qu'on n'a pas les mêmes traditions. Non. Aujourd'hui, dans les pays africains, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette célèbre affaire, j'oublie son nom là, d'un juge rwandais qui a été sauté parce qu'il a pris des dessous de table. Il a pris combien? Il a pris 100 000 francs CFA. Voilà. Et qui a été sauté parce que les cadeaux, bon, on peut faire des cadeaux de fin d'année, des cadeaux, etc. Aux États-Unis aussi, ça se fait. Mais dans les grandes démocraties, ce cadeau est limité à $100. Tu ne peux pas aller offrir à quelqu'un, même à un ministre, un cadeau au-delà de $100. Parce qu'on ne sait pas ce que vous avez traité ensemble. $100, c'est 50 000 francs. Voilà, pour qu'on lui donne un cadeau. Et lui, il avait pris un cadeau de 100 000 francs, un juge célèbre, et il est tombé à cause d'un cadeau de 100 000 francs. Donc, dans ces pays qui évoluent, ce qu'on fait, c'est que lorsqu'on cite une affaire dans laquelle vous êtes touché, si vous-même vous êtes honnête, vous démissionnez pour faire face à la justice, pour clarifier, parce que vous avez envie de vous laver de tout soupçon. Vous l'avez vu à plusieurs reprises en France, à plusieurs reprises en Angleterre et dans d'autres pays. Vous voyez, c'est ce qui se passe normalement. Donc ça devait être le premier acte, que le président de la République exige que tous les ministres, tous les hauts fonctionnaires qui ont été impliqués dans cette affaire-là soient démissionnés pour répondre devant cette affaire-là, et s'ils sont blanchis, ils peuvent revenir. Ça doit être la première chose. La deuxième chose serait de veiller entre le président de la République et le ministre de la Justice qu'une enquête sérieuse aille jusqu'au bout pour situer les responsabilités. Ça devait arranger et l'OTR, oui, qui doit récupérer son argent de Wassem, et ça doit arranger tout le monde. Et Wassem doit quitter aussi le régime de zone franche. Voilà. Mais malheureusement, je ne suis pas le décideur, et quand je ne suis pas le décideur, la seule chose qu'on peut faire, c'est que nous, les populations, on est obligés de faire des manifestations. On est obligé d'en parler. Voilà. Mais ça ne resterait pas une affaire classée. Non, nous devons continuer à parler sur cette affaire-là. Moi, je crois que c'est sur des affaires... Je maintiens la question de monsieur Macron. Oui, je crois que c'est sur des affaires économiques comme ça qu'on doit être en mesure, comme un seul homme, au sein de la classe, au sein de toutes les forces vives, de réagir. Parce que c'est une affaire sur laquelle les partis politiques, la société civile, les organisations syndicales surtout, peuvent réagir en même temps. Parce que c'est une affaire de droits des travailleurs. Kodjo lui trouve que jusqu'à présent, le cas n'a pas réagi. C'est vrai, le cas a quelques difficultés. Peut-être, vous allez nous citer cela comme nous donner cela comme raison. Obu n'a pas donné de réaction. Bon, en tout cas, Obu a fait une réaction. M. Agboume a accordé une interview. J'ai lu sur Free Press. Il n'y a pas l'ANC qui a réagi. Seul a dit, a levé son petit doigt. Oui, j'espère que les autres réactions vont encore venir. Et il faut comprendre le sens que la chose doit prendre. Je considère que cette affaire est une lourde affaire politique, même une lourde affaire syndicale, parce que c'est les travailleurs de Wassem qui sont brimés, c'est la population. Voilà une initiative sur laquelle les syndicats peuvent prendre une initiative et soulever un mouvement citoyen. Ça veut dire que syndicats devant, société civile accompagne, partis politiques accompagnent, et on peut aller au bout de cette affaire. Mais une chose qui est paradoxale, c'est que au niveau de Yoto, où est implantée donc cette usine, où on exploite le calcaire ou le clinker, etc., il y a le Premier ministre
Agbeyome qui est de là, professeur Ninevi est de là, Francis Ekon, un ancien député très connu, est de là, Maître Agbouibo Yaovi, il est de là, et avec le monsieur qui est à la tête de ITIE, etc., des gros cadres de cette localité, mais ce que la population de Yoto vit, vraiment, Dieu seul sait. Oui, mais vous avez raison. Vous avez raison, mais ça, c'est une affaire... Ils ont abdiqué? Non, c'est une affaire de la nation tout entière. Ouais. Traiter les affaires comme ça, c'est tribaliser la vie du pays. Parce que moi, j'ai pris le dossier Ouassem, je n'étais pas de Yoto. Les gens croyaient que j'étais de Yoto. Je n'étais pas de Yoto lorsque j'ai pris le dossier Ouassem en main. Et voilà, mais c'est une affaire nationale. Je sais, ça fait longtemps que celui qui dirige l'ITIE nous dit qu'il travaille sur le dossier, mais et qu'il est en conflit avec le pouvoir à partir de ce dossier-là. Il nous l'a avoué à plusieurs reprises. Mais maintenant, ça devient une affaire nationale dont nous devons nous saisir. Quand l'affaire se passe, et que au lieu que chacun fasse sa part, nous nous prenons à accuser les uns et les autres, ça veut dire que nous-mêmes, nous nous cachons. C'est pour moi une affaire d'IFI pour nos défauts, les poches de derrière, et celles de devant pour les défauts d'autrui. Moi, je ne suis pas dans cette dynamique-là. Cette affaire est assez grave pour que tout le peuple tout entier se lève. Si nous sommes prêts, on se lèvera. Oui, l'essentiel est que on puisse se comprendre et que les premiers décideurs du pays puissent réagir et nous donner la vraie version et nous expliquer ce qui se passe exactement. Alors, monsieur Kissi, le proposition de loi déposée par l'ANC l'a dit. Normalement, c'est aujourd'hui, l'étude devrait être faite en commission de loi, mais c'est reporté sur demain. Oui. Est-ce que le cas est partant pour quand même soutenir ses collègues à l'Assemblée nationale? Naturellement. En tout cas, vous, personnellement, qui êtes face à moi. Naturellement. Vous savez que c'est notre proposition qui a été reprise par l'ANC l'a dit. Donc, il n'y a pas de question que tout ce qui se fait dans le sens des réformes, le CAR soutient. Je crois qu'il n'y a même pas de discussion ou de doute à avoir là-dessus. Si nous avions été consultés au moment où la loi devait être déposée, naturellement que nous devrions le signer parce que celle que nous avions faite déjà en 2014, lorsque nous avons approché les gens de l'ANC, ils ont signé. Oui. Alors, si l'ANC ramène la même chose, s'ils nous demandent, je ne sais pas pour quelle raison, nous n'allons pas signer. Mais l'essentiel, oui, mais en tout cas, Maître Isabelle Ngavi avait dit ici quand même que comme il y avait quelques problèmes, c'était pourquoi ils n'avaient pas pu approcher l'ANC. Disons le cas. Ok, vous m'en informez, mais l'essentiel, c'est que le dossier est déposé. Nous avons milité ensemble à la conférence de présidents pour que ce soit mis dans le circuit. C'est mis dans le circuit et on fera les efforts qu'il faut pour que ça aille. L'essentiel maintenant, c'est que chacun soit dans les bonnes dispositions d'esprit. Surtout pour moi, tous les membres de l'opposition représentés à l'Assemblée et même en dehors doivent être dans les bonnes dispositions d'esprit pour pouvoir faire aboutir ce projet-là et non se mettre dans une situation qui pourrait, en même temps, nous sommes les proposeurs, les proposants, mais en même temps, nous allons avoir des attitudes qui vont bloquer. Ce n'est pas bon. Il faut que nous soyons dans de très bonnes. Donc, l'expérience de 2014 doit édifier tout un chacun. Tout à fait. Alors, messieurs Kissi-Jean, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais certainement vous avez un mot de la fin à placer. Non, moi, ce que je voudrais dire à ce niveau, c'est-à-dire que les choses qui se passent au niveau de la République sont très graves, très graves, et qu'on ne peut plus les sérier comme des problèmes épars. Je crois qu'il faut une synergie des forces démocratiques. On a un combat ultime à mener. Il faut qu'on commence par y réfléchir. Moi-même, s'il ne tenait qu'à moi, la question de la décentralisation, la question des réformes et la question des réformes économiques, tout ce qui se pose là, on aurait dit, ok, donnons le temps encore au pouvoir, essayons d'ouvrir les vannes, essayons de négocier jusqu'en décembre 2016. Et qu'à partir de décembre 2016, si nous avons utilisé toutes les voies de recours diplomatiques, et que ça n'a pas abouti, alors on serait obligé de se lever à partir de janvier 2017 plutôt, dans un mouvement citoyen. C'est du cœur ce qui me vient, c'est ça. Mais est-ce que chacun est dans cette disposition-là? Voilà un peu la question qui se pose. C'est ce que moi je souhaite. Merci. Et d'ici donc décembre 2016, certainement que les premières autorités du pays vont prendre les taureaux par les cornes et réagir pour que transparence soit de mise au niveau de tous ces crimes économiques que les journaux sont en train de révéler au vu et au su de toute l'humanité. Merci, honorable Kissi-Jean. C'est moi qui vous remercie. La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou encore sur nos comptes Twitter, Facebook et YouTube. Pour nous soutenir, merci de nous contacter à l'adresse suivante: contact@lagazettedutogo.com.